L'homme a toujours été fasciné par les mystères du temps, au point d'imaginer des objets extraordinaires que nous appelons des montres. Voici leurs histoires. Amoureux des toquantes, bonjour, bienvenue sur Watch Story, la chaîne où on parle de montres bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous allons partir dans l'espace pour un premier épisode d'une série consacrée à la conquête extraterrestre, à ses héros et à leurs montres, bien évidemment. Et nous allons nous intéresser à l'astronaute le plus emblématique de cette longue histoire, à savoir Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune le 20 juillet 1969 avec Apollo 11. Alors les plus avertis vont dire JP, il va forcément nous parler de l'Omega Speedmaster Moonwatch, qui fut également la première montre sur la Lune. Pas la seule, vous le saviez peut-être pas, mais on en reparlera dans un autre épisode. Alors, Omega Speedmaster ? Eh bien pas du tout. On va parler d'une montre beaucoup plus confidentielle, peu connue du grand public, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et en plus, elle est française. Ben oui. On va parler aussi d'un avion, disons plutôt une fusée avec des ailes, un engin pour de vrais fous furieux. Bref, un truc extraordinaire comme on n'en fait plus de nos jours. Vous aimez les montres ? Vous aimez leurs histoires ? Alors allons-y, je m'appelle JP et on se retrouve juste après ça. Ah oui, Armstrong et sa légendaire Omega Speedmaster. Mais hélas, qu'il ne portait pas au moment de son fameux « un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Alors Neil, il a dit « for man » ou « for a man ». C'est super important. Non, riez pas. S'il a dit « for man », ça n'a plus de sens. C'est comme si on disait « un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité », alors que homme et humanité, là, c'est la même chose. Et donc, on perd toute la philosophie du message, non ? Alors, on écoute encore. One small step for man, one giant leap for mankind. Bon, on saura jamais si ça, c'est pas un accent de l'Ohio. Alors, on le gardera pour l'épisode sur la Moonwatch d'Omega. Vous savez, celle qui a sauvé les astronautes d'Apollo 13. Houston, on a eu un problème. Ok, j'arrête là, promis. Donc, nous sommes au début des années 60 et la course à l'espace est déjà bien lancée entre les Américains et les Soviétiques. Ça sent bon la guerre froide, tout ça. Et les Soviets vont d'ailleurs prendre un gros avantage avec le premier vol d'un homme en orbite autour de la Terre le 12 avril 1961. Et cet homme, c'est Yuri Gagarin, qui porte à son poignet la fameuse Sturmansky. Je vous promets également un épisode sur les montres russes de l'espace, c'est promis. Mais pour être alerté, il faut s'abonner, là, juste dessous. Bien, à cette époque, les Américains ne sont pas encore prêts pour la Lune, mais ils s'y préparent. Et dès le milieu des années 50, le NACA, qui deviendra la NASA en 1958, lance un programme d'avion supersonique appelé X-Plane. Programme qui donnera naissance à un avion hypersonique, c'est-à-dire volant à plus de Mach 5, baptisé X-15. C'est une sorte de fusée avec des ailes qui ne peut pas décoller toute seule, donc on la largue depuis un bombardier B-52. Bref, un engin dans lequel personne aujourd'hui ne voudrait s'installer pour voler, surtout quand on voit à quoi ressemblait le cockpit. Le premier vol, retardé à plusieurs reprises, est effectué non sans difficulté le 8 juin 1959 avec à son bord le pilote Scott Crossfield. Et le X-15, produit en seulement 3 exemplaires, ne volera au total que 199 fois jusqu'en 1968. La NASA va tenter désespérément d'atteindre les 200, mais ils y sont jamais arrivés. Les objectifs de ces vols étaient de valider certaines solutions techniques bien sûr, mais aussi de pouvoir analyser les effets des conditions de vol extrêmes sur les pilotes, accélération, décélération, altitude. Faut bien vous dire que le X-15 c'est un vrai truc de malade. Quelques données sur la bête. Record du monde de vitesse 7273 km/h, soit quasiment Mach 6. En comparaison, les avions les plus rapides aujourd'hui, c'est Mach 3,
et le Concorde, qui était quand même une référence, ne volait qu'à Mach 2. Et le X-15 détient d'ailleurs toujours ce record en 2022. Altitude maximale 107,3 km, à peu près le même que le vol du New Shepard de Blue Origin, avec Jeff Bezos à son bord, mais 60 ans plus tard. Alors, pourquoi le X-15 ? Quel rapport avec Neil Armstrong ? Et surtout, avec ce qui nous intéresse le plus, à savoir les montres. Eh bien, Armstrong fait partie de la petite dizaine de pilotes d'essai du X-15. Entre 1960 et 1962, il va effectuer 7 vols sur ce missile habité. Il va d'ailleurs passer tout près de la mort le 20 avril 1962. And pointed back towards Edwards Air Force Base, where he made an eventual safe landing. Une petite erreur de pilotage et c'est le crash à l'atterrissage. Neil s'en sortira indemne. Le major Michael J. Adams n'eut pas cette chance lorsque son X-15 se désintégrera le 15 novembre 1967 en revenant sur Terre à près de 20 km d'altitude. Armstrong quittera le programme pour intégrer celui des futurs astronautes Apollo et on connaît la suite. Mais même si on connaît la suite, je vous la raconterai dans l'épisode sur l'Omega Speedmaster. Oui, je sais, j'arrête avec. À cette époque, Omega est déjà le fournisseur officiel de la NASA et par conséquent, tous les ingénieurs et pilotes d'essai possèdent une Omega. Mais certains aiment bien avoir une montre de secours, si possible solide, étanche et très lisible. Il faut bien se souvenir qu'à cette époque, nous ne sommes pas encore dans l'esprit des montres statutaires. La montre est avant tout un outil. Aujourd'hui, si vous portez une Submariner avec un costard, on se doute bien que vous n'allez pas faire une plongée bouteille. Et pourtant, c'est très chic. Donc, les pilotes en 1960, ils aiment bien avoir une montre perso, une vraie tool watch pour tous les jours, avec laquelle ils se sentent bien. Et c'est le cas de Neil Armstrong. Il a fait le choix d'une montre américaine, of course, mais avec quand même un vrai côté Frenchy. Il s'agit de la Douglas Skin Diver modèle World Timer Pro, qui est une sorte d'hybride entre une montre de plongée et une montre de pilote. Le truc idéal pour des gars comme Armstrong. Il est clair qu'en voyant l'état de la montre de notre pilote ingénieur, on comprend qu'elle ne soit pas restée dans un tiroir et qu'elle a vécu, et bien vécu. Douglas, c'est la petite sœur de la marque Walbrook, née en 1949, avec pour credo faire des montres fiables, de qualité et accessibles. Et c'est le cas, et c'est pour ça qu'elle va devenir très populaire chez les pilotes d'essai. Walbrook livrait même ses montres à ses clients dans des bouteilles pleines d'eau pour prouver la qualité de l'étanchéité. Bon, bien sûr, à un moment, Rolex aussi a présenté ses montres en boutique plongées dans de petits aquariums. Alors pourquoi Frenchy, les Douglas et Walbrook ? Eh bien, à la fin des années 50, nos deux marques commencent à produire des montres en France, à Besançon, parce que nous sommes alors des cadors pour les montres de sport et les plongeuses. Eh oui, à cette époque, Douglas intègre la complication de date et le fameux Cyclope, brevet de Rolex depuis 1953. Et jusque-là, réservé à des montres haut de gamme, Rolex oblige. D'ailleurs, juste un peu avant, Rolex vient de sortir la fameuse GMT Master type Pepsi, la 6542, avec le Cyclope qui sera la montre officielle de la Paname. On reparlera bien sûr de cette Rolex quand on fera une série d'épisodes sur les montres de l'histoire de l'aviation bientôt. On parlera alors aussi de la Paul Router de Universal Genève, très liée à l'histoire de la Paname également. Mais je vous l'ai dit, pour être informé de nos prochains épisodes, il va falloir vous abonner. Voilà. Neil Armstrong est donc l'heureux propriétaire de cette Douglas Skin Diver quand il pilote le X-15 et on peut donc raisonnablement imaginer qu'à un moment ou à un autre, il l'a eu à son poignet lors de ces 7 fameux vols. On peut dire que cela fait partie de la légende. Et donc, dans ces belles années 60, tout va très bien pour Walbrook et Douglas. Hélas, arrive bientôt la catastrophe, la révolution du quartz, fin des années 60, début 70. Et nos deux marques meurent et disparaissent corps et âme, comme nombre de leurs consoeurs. Alors, il y a quelque chose d'important que je voudrais préciser. Quand je dis catastrophe, en parlant de la révolution du quartz, c'est pour les montres qui vont disparaître, forcément. Pour ma part, je n'ai absolument rien contre les montres à quartz, bien au contraire. J'ai même du mal quand on me dit « Oui, JP, tu es un passionné, tu es un collectionneur de montres, et donc forcément, dans ta collection, pas de quartz chez toi. »
Mais bien sûr qu'il y a des quartz dans ma collection. Rolex a fait du quartz. Omega a fait du quartz. Il y a même une Reverso quartz. Franchement, si vous deviez choisir entre la réplique de l'autre montre qui est allée sur la Lune, on en parlait tout à l'heure, et qui est une montre quartz, presque, mais on y consacrera un épisode, c'est promis. Je garde le suspense, c'est pour ça que vous la voyez toujours floutée. Donc, entre cette montre quartz iconique et une quelconque automatique de marque fashion, sans aucune histoire, je vais pas citer de marque, le choix est vite fait, non? Bien. Donc, fin de la belle histoire Douglas. Enfin, pas tout à fait, car presque 50 ans plus tard, commence l'histoire de Maximilien Triquignot, jeune parisien de 34 ans, passionné d'horlogerie, qui achète par hasard une Douglas Vintage sur eBay. Comme il est curieux, il se renseigne et il découvre alors l'histoire de la montre de Neil Armstrong, et c'est le coup de folie. Maximilien décide de redonner vie à cette marque, et c'est un pari gagnant, car le succès est tout de suite au rendez-vous. Moi, personnellement, j'ai pas mal échangé avec Maximilien pour préparer cet épisode. Et il est accessible, il est amoureux de sa marque, et ça fait un bien fou dans le monde bien fermé de l'horlogerie. Comme au bon vieux temps, la fabrication retrouve ses origines à Besançon. Et ça fait désormais quelques mois que les nouvelles Douglas et Walbrook sont sur le marché. Alors, ça vaut quoi en termes de design et de qualité? Chez Watch Story, on ne parle que de montres que l'on peut toucher, parce que comme ça on peut en parler et les juger beaucoup plus efficacement. Et donc, voilà cette fameuse réédition de la Tool Watch de Neil Armstrong, la Douglas Skin Diver World Timer Professional. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'ils ont vraiment respecté l'original. Regardez bien et essayez de jouer au jeu des 7 erreurs. Je vous souhaite bien du plaisir. Observez bien la forme des chiffres dans le cadran. C'est une forme pourtant très particulière, notamment le 6 et le 9 qui sont pas fermés. La forme des aiguilles, la belle couleur rouge de la trotteuse, la lunette avec les noms de villes, Denver, Tokyo, Moscou. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Allez, restons un peu sérieux. Tout est respecté et c'est assez rare pour être signalé. On retrouve bien sûr le guichet de date à 3 heures avec le cyclope type Rolex. Alors qu'est-ce que je pense moi de cette jolie petite montre? Eh bien, je dois avouer, vous l'avez bien compris, qu'elle m'a fait craquer au point d'acheter cette version édition limitée sur le site web de la marque. Vous avez d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo. Alors on va commencer par les points négatifs. Il y en a peu, mais il faut savoir dire ce qui ne nous convient pas. Le bracelet en textile noir qui est un style de natto, mais pas vraiment. Et franchement, je préfère le vrai natto. Et puis il y a ce renfort en sorte de cuir végétal qui alourdit l'allure générale de la montre. Et c'est dommage, même si ça respecte l'original. Ceci dit, vous pouvez l'enlever, bien sûr, et vous pouvez aussi remplacer le bracelet, comme je le fais très souvent moi-même. Vous pouvez bien évidemment lui monter un natto. Celui-ci est particulièrement bien assorti avec la montre et il vient de chez Esprit Natto, un site super sympa que je vous recommande. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, je précise que Watch Story n'est sponsorisé par personne. Et si je conseille parfois certains sites, c'est parce que je trouve leurs produits très intéressants et les interlocuteurs toujours très sympas. J'ai l'habitude de dialoguer avec eux et ça se passe toujours très bien. Et donc je suis heureux de faire un peu de pub gratuite. Deuxième petit souci, le packaging qui est assez sommaire. Moi j'ai reçu la montre dans cette petite marmotte très simple et il faut l'avouer pas très funky. Je crois que là il y a une belle marge de progression pour la marque. Enfin,
plus technique, je regrette que la couronne ne se visse pas, ce qui garantirait une étanchéité vraiment parfaite. Mais il est vrai que c'est pas une plongeuse, donc c'était pas obligatoire. Néanmoins, leur modèle Skin Diver, la plongeuse, qui n'est pas sans le World Timer, donc sans la lunette World Timer, dispose lui d'une couronne vissée, et donc c'est dommage, elle est étanche à 200 mètres, donc c'est dommage pour celle-ci. Et voilà, on a fait à peu près le tour du négatif. Pour le reste, je le dis vraiment sans retenue, la montre est superbe. Un petit peu plus imposante que l'original, qui était une 36 mm. Mais ici, nous sommes sur du 40, qui est plus dans le standard actuel. 13 mm d'épaisseur, tout ceci est très raisonnable et ça permet de pouvoir porter cette montre sur à peu près tout type de poignet. La finition est très soignée, le boîtier est en inox 316L classique. La lunette est très agréable à manipuler, on voit qu'elle est unidirectionnelle, ce qui montre le désir de Douglas de garder cet esprit de plongeuse, même si la lunette n'est pas vraiment adaptée. Là, vous pouvez voir les petits trous sur les cornes pour faciliter le changement de bracelet. On ne trouve pas ça sur tous les boîtiers de montre. Entre cornes très standard, 20 mm. Le calibre est japonais, un Miyota 8315 qui a fait ses preuves. Fiable, robuste, précis, 60 heures de réserve de marche, ce qui est très honorable. L'arrière du boîtier est très sympa, avec la gravure du X15 qui rappelle forcément l'histoire de la montre, et puis gravé sur le fond du boîtier la devise des pilotes d'essai, The proof is in the flying, la preuve est dans le vol. Petit détail sympa, le W sur la couronne gravée qui rappelle que la grande sœur, eh bien, c'est la marque Walbrook. Le verre est un ésalite, c'est-à-dire un verre acrylique qui est moins résistant que le verre saphir, mais là encore on respecte l'original. Et puis en plus, moi je trouve que l'acrylique, l'ésalite donne plus de profondeur au cadran, et c'est pour ça que je trouve ça plutôt très sympa. Oui, et Auguste, maintenant si tu peux couper la lumière, merci. Voilà, là on voit que le Luminova fait parfaitement son effet, et c'est vraiment magnifique, surtout avec ces fameux chiffres là qui sont très très particuliers. Et le prix dans tout ça pour moins de... Et oui, les bras m'en tombent des mains, comme dirait ce cher ami Luc Ferry. Je vous laisse bien entendu découvrir tous les tarifs sur le site de Walbrook, donc vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Franchement, à ce prix-là, faites comme moi, foncez. C'est français avec une histoire incroyable, un patron passionné, une très belle aventure qui mérite vraiment qu'on la soutienne. Voilà, on est au bout de notre premier épisode consacré à l'espace, j'espère que vous avez apprécié et surtout que vous avez appris des choses. Pour les curieux qui se demandent ce que je porte aujourd'hui au poignet, eh bien c'est une chrono que j'adore et que je porte très souvent en montre de tous les jours. C'est une française, là encore, une Yema Mingra Super B70 qui est une méca quartz. C'est un mouvement hybride de Seiko VK64, chrono mécanique, mais mouvement quartz, comme quoi cela prouve que je ne suis pas sectaire. Disponible sur le site Yema. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rien rater de notre chaîne, ça va vous prendre quelques secondes, et n'hésitez pas à commenter, surtout si vous avez aimé bien sûr, c'est important pour nous. À très bientôt sur Watch Story pour de nouvelles aventures. Merci.